Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Maintenant, il y a du traffic manager, il y a du SEO, il y a des community managers pour faire du contenu, etc. Ça répond à une spécialisation des métiers. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Eric, comment vas-tu ? Ça va bien, merci Alexis. Et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. On enregistre toujours à distance, là, mais on est toujours très content de se rencontrer, même en distanciel. Et Eric, déjà, j'ai envie de te remercier grandement d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Et en plus, tu arrives, entre guillemets, par, j'allais dire, je ne sais pas si je peux dire ça, la voie royale, j'en sais rien, mais en tout cas, tu es issu de notre tradition de recommandation d'invités. Et on en profite pour saluer Rassam qui nous a mis en relation. Donc, salut Rassam, et puis un grand merci. C'est grâce à toi qu'on peut enregistrer aujourd'hui ce super épisode. Et du reste, je vais surtout te laisser présenter ce que tu fais chez Decathlon et peut-être présenter Decathlon en quelques chiffres. Tout à fait. Alors Decathlon, la plupart des auditeurs, je pense, connaissent. C'est un groupe leader dans le retail, dans la distribution d'articles de sport. On est aujourd'hui présent dans plus de 60 pays avec 90 000 employés. Effectivement, ça fait pas mal de monde. Et pour ma part, je suis sur la partie Decathlon Technologie, donc la partie tech, c'est-à-dire tous les profils d'ingénierie, de product management qui travaillent à la fois sur des outils qui permettent de faire de la supply, que les outils qu'on retrouve en magasin, de passage de caisse, que le site e-commerce, que les différentes applications qu'on développe à destination de nos collaborateurs, ou en tout cas et aussi de nos clients. Voilà. En termes de taille, ça représente en France, sur des profils permanents, environ 1200 personnes, donc en tech, et sur la partie internationale, dans les pays, on a des équipes, et c'est dans les 500-600 personnes qui exercent ce type de métier. Et alors, c'est une première pour nous d'ouvrir ce podcast à des entreprises qui sont un peu plus grosses que le millier de personnes, voire beaucoup plus grosses dans le cas de Decathlon. Et je voudrais juste en profiter pour partager aux auditeurs et aux auditrices ce qui nous a fait dire allez, ouais, on y va. Alors déjà, d'une part, parce que je pense que le mot est dans la place, j'allais dire tout le monde le sait, Decathlon, c'est un peu la plus start-up des grands groupes quand même. Il y a beaucoup d'innovation, beaucoup d'agilité, beaucoup de choses très étonnantes qui sont faites en interne. D'autre part, il y a la zone de Decathlon dans laquelle tu opères, qui est vraiment très tech. Donc, il y a des parallèles qui sont évidents à faire avec l'écosystème startup que tu connais bien par ailleurs. Et enfin, ça paraît logique, mais toute la raison pour laquelle, en fin de chaque épisode, on demande à nos invités qui est-ce qu'ils aimeraient voir passer devant le micro, c'est parce que quand on a des gens qu'on trouve fondamentalement passionnants et qu'on leur demande qui est-ce que eux trouvent fondamentalement passionnant, on a quand même peu de chances de se tromper. Et cet épisode, franchement, je pense qu'il va pas nous faire mentir parce qu'on a trouvé, alors vous le savez déjà si vous avez lu le titre, un angle, mais que j'aurais jamais imaginé qu'on allait aborder dans un épisode. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Aujourd'hui, on va parler des job titles, des intitulés de poste. Et si vous vous demandez, mais est-ce qu'on va vraiment être capable de faire un épisode entier là-dessus ? Oh oui. Et est-ce que ça a de l'importance dans votre job de RH ou de Chief People Officer ou assimilé ? Tout à fait. Peut-être, Eric, deux mots là-dessus, parce que on a effectivement un peu tourné autour du pot et on s'est regardé en préparation de l'épisode en se disant, mais bien sûr, mais c'est ça dont on doit parler. Et j'aimerais bien savoir, toi, qu'est-ce qui a allumé la flamme ? Ouais, non, c'est vrai que c'est peu commun comme sujet de podcast, peut-être. Alors, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais c'est un sujet très spécifique en tout cas. Est-ce que c'était évident quand on a discuté en début de conversation, quand on s'est rencontrés par téléphone ? Peut-être pas. Et c'est vrai qu'en brainstormant à la fois sur différents sujets RH du moment, sur moi, ce sur quoi je bosse chez Decathlon actuellement, sur
plein de différents axes. Je me rappelle que tu m'as dit, ah mais tiens, les job titles, c'est intéressant. Ça me fait penser à quelqu'un qui me parlerait de spécialisation sur des pistaches et qui connaîtrait toutes les différentes variétés de pistaches. Et il y a un beau magasin de pistaches spécialisé là-dedans. Et on prend un sujet, on va dans les détails et ça peut être passionnant. Tu vois, je me rappelle que tu m'as fait cette analogie qui est intéressante. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est, je dirais, en tant que RH, soit à travers le recrutement, soit à travers les évolutions de carrière, soit à travers la veille qu'on a sur les métiers du marché, sur tiens, où est-ce qu'on doit développer les compétences des collaborateurs ou de son périmètre, euh, et ben on est de plus en plus, je veux dire, bombardé. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, depuis quelques années, on a des tonnes de job titles, d'identités de poste, de Chief Happiness Officer à MLOps, à SEO Marketing Manager. Enfin, ça s'est spécialisé, ça s'est enrichi énormément et on peut parfois perdre le pied. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans le RH Tech en cabinet, c'est plus 10 ans, les profils qu'on avait, pour simplifier, c'était MOA, MOE. Dans MOE, on avait des devs, des archis, des database administrateurs et MOA, on avait de la MOA, on avait des chefs de projet fonctionnels et c'était à peu près tout. J'exagère un peu, mais c'est ça. Tu sais ce qui me fait rire, c'est que je me Ouais. demande si les plus jeunes de nos auditeurs savent même ce que c'est que MOA, MOE et AMOA. Donc maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui même quand on donne ce qu'il y a derrière le sigle, peut être un peu cryptique quand on n'a pas l'habitude. Mais je te laisse continuer. C'est drôle de voir Mais justement tout à fait, comment on a pris effectivement. l'habitude de dénominations qui sont censées recouvrir une réalité, alors que c'est pas marqué dessus en vrai. Je te laisse continuer, pardon. Mais il représentait une réalité qui était effective à l'époque, c'est-à-dire que sur, et là on va pas parler que de tech, je pense, dans l'épisode, j'espère, c'est vraiment les intitulés de poste, mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand même, les métiers tech, en tout cas la tech a évolué énormément, on passait de méthodologie en cycle en V où il fallait faire 6 mois de spec qui était dicté par le métier et puis après 12-18 mois de dev et ça c'était la MOE qu'il faisait et en fait ça reflétait une réalité. Puis l'agile est arrivé avec les startups, il faut développer un peu, montrer des choses aux sponsors, aux investisseurs, travailler sur des nouveaux produits. Donc il y a l'agile qui est arrivé et l'agile, par exemple, a créé des nouveaux métiers. Product owner, Scrum Master, qui sont plus des rôles spécifiquement en fait, d'ailleurs dans la méthodologie agile. Mais c'est aussi les rôles viennent et donc là on y arrive. Tous ces nouveaux rôles et ils viennent de différentes, je dirais, réalités du marché qui sont à la fois dues à, bah là j'ai évoqué l'évolution des méthodologies, mais on pourrait évoquer aussi tout simplement la spécialisation des métiers, tout ce qui est data, big data. Avant on avait un database administrator. Aujourd'hui on a tel volume de données qu'il faut savoir les trier, data engineer, enfin en tout cas aller les chercher, data engineer, les modéliser, data scientist, et les analyser, les présenter, data analyst. Et finalement, ça n'existait pas avant. Et on peut sortir de la tech avec du marketing. Bah, effectivement, avant, on faisait du marketing publicitaire à l'ancienne. Maintenant, il y a du traffic manager, il y a du SEO, il y a des community managers pour faire du contenu, etc. Et ça répond à une spécialisation des métiers aussi. Donc, il y a une réalité du marché, évidemment. Et peut-être si on commence par là, parce que vous l'avez compris, l'idée c'est d'aller vraiment en profondeur sur le sujet, à la fois pour le comprendre intellectuellement, mais aussi parce que n'importe quelle entreprise qui embauche va devoir se positionner sur la question du job title, enfin, depuis votre premier stagiaire jusqu'au millième employé. Donc l'un dans l'autre, c'est pas comme si on n'y était pas tous et toutes exposés. Et l'idée, c'est donc à la fois de comprendre un peu ce qui se trame derrière ça, ce qui se recouvre, et aussi très pragmatiquement les impacts j'allais dire, de bien définir ces job titles ou de les définir de manière un peu peut-être moins assidue, enfin je sais pas comment dire, donc un peu essayer d'envisager tout cet horizon-là. Pour commencer, par le commencement, je pense que tout le monde l'a vu, notamment l'écosystème startup. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de job titles très différents. On a eu affaire à une multiplication des titres, très souvent en anglais. Bon, bah, ça vient de la Silicon Valley, donc on ne sera pas surpris. Et
tu as noté une des premières raisons qui est la création de jobs. Oui, le community management, c'était pas quelque chose avant. Ou la segmentation des jobs. Quand on parle du cycle de vente, avant on avait des vendeurs, maintenant on peut avoir des SDR qui vont faire la première partie, des gens qui closent, etc. Il y a une question d'expertise. Tu me disais qu'il n'y a pas que ça, qu'il y a aussi une question de la quête de sens et d'arriver à avoir des frontières claires autour de ce qu'on fait finalement au quotidien. Est-ce que c'est quelque chose qui est générationnel? Enfin, c'est quoi ton avis sur la question? Bien évidemment, ça n'engage que nous, hein, comme avis. On n'a pas la science infuse là-dessus, mais est-ce que tu peux nous Ouais, tout à partager cette fait. lecture de la situation? C'est notre avis quand on en a discuté ensemble, mais c'est aussi le reflet même de certaines études, hein. C'est que la population active aujourd'hui, donc principalement, en tout cas entre 25 et 40 ans, en tout cas cette population-là, les millennials, euh, euh, donc celle qui est sur le marché et qui va continuer à être sur le marché pendant pas mal d'années, accorde est différente que la génération effectivement précédente des boomers et de ceux qui leur ont suivi sur qu'est-ce que j'attends de mon job et de ma carrière. Ils accordent beaucoup plus d'importance à des métiers qui va donner du sens à leur carrière, sur les évolutions, mais même sur aussi la spécialisation qu'ils auront. Et également, donc ça c'est le premier niveau, c'est qu'il y a cette quête de sens quand même, je dirais d'aller casser avec l'entreprise traditionnelle, à la fois sur tiens c'est quoi mon métier, qu'est-ce que vous me proposez comme évaluation de carrière, aussi sur une notion que, et ça j'aurais pu commencer par là, euh, ces profils-là ne vont pas rester toute leur vie dans la même entreprise. Oui, du coup, Euh, forcément, dire je travaille à la SNCF, c'est plus suffisant. Exactement. Et ça vient en tout cas, peut-être, c'est difficile à dire, peut-être en numéro 2, mais ce qui est important, c'est je travaille à la SNCF avec tel métier qui peut être identifié avec d'autres personnes qui sont sur ce même métier dans d'autres entreprises et qui pourra aussi m'aider à être identifié par d'autres entreprises quand je voudrais bouger comme étant à tel niveau dans tel type d'expertise. Et ça, effectivement, donc il y a une notion, je dirais, de donner du sens, être précis sur les mots, et pour comprendre effectivement où on va quand on va rejoindre une nouvelle entreprise, mais aussi qu'il y a une forme de standardisation. Et tu parlais de l'anglais, parce que c'est vrai que ça, sur les métiers tech, ça vient c'est vrai, des US, mais aussi parce que ça montre bien qu'on standardise même le wording pour effectivement s'y retrouver à un niveau macro, à un niveau marché, pas juste j'ai tel titre de telle entreprise et quand je le transpose arrière à l'extérieur, personne ne comprend quoi. Voilà. Et, Donc il y a et, l'aspect marketing, voilà, C'est effectivement, c'est c'est ça c'est qui est vrai, mais même voilà. pour rester sur le côté vraiment un peu profond et sur le sens, il me semble que, chez Decathlon, pour le coup, toi, c'est quelque chose sur lequel, tu as des chantiers en cours, que d'arriver à redonner, heu, j'allais dire, des couleurs différentes à un ensemble qui est très grand, qu'on pourrait appeler la population IT, en réalité. Oui, c'est exactement ça, effectivement. Donc il y a plusieurs, je dirais, sujets derrière la volonté de, comme tu dis, de remettre du sens ou de faire évoluer les titres. C'est effectivement déjà permettre aux collaborateurs de bien se recentrer sur leur expertise et qu'on leur donne derrière les moyens de se développer encore avec de la visibilité sur l'évolution. Mais même ensuite aussi pour l'entreprise, et là je bascule un peu côté entreprise business, de dire bah tiens, je suis capable d'évaluer dans mon périmètre IT combien j'ai de développeurs, combien j'ai de data engineers, à quel niveau de seniorité, comment ils vont servir en fait mes challenges aussi que business ou en tout cas techniques qu'on a. Et ça aussi c'est des fondements pour être encore meilleur sur des notions de GPEG, donc de gestion des compétences. Voilà, donc je pense il y a effectivement on parlait juste avant de l'attractivité, il faut attirer les candidats avec les bons titres, etc., donner du sens. On n'a pas, je fais une parenthèse tant qu'on y est, on n'en a pas trop parlé, mais aussi l'aspect culture. On parlait le sens, mais c'est pas juste quel est le métier, mais c'est quelle est aussi, je dirais, la philosophie de travail de l'entreprise que je vais rejoindre. Donc c'est pour ça aussi qu'on a eu des métiers avec des titres un petit peu attractifs et il faut savoir où mettre la limite. Mais aussi pour l'entreprise, il y a un effet bénéfique en disant, bah, ok, effectivement, derrière, je crée un référentiel qui fait du sens
pour mes collaborateurs, en fonction du marché, mais aussi en interne, pour avoir une meilleure visibilité sur mon organisation et voilà. Et alors, je vais prendre un peu ma casquette sciences humaines quelques minutes pour mettre l'accent là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant, toujours intéressant de comprendre un peu les fondamentaux de ce qu'il y a derrière, parce que c'est vrai, alors c'est pas du tout ce que tu as dit, mais on pourrait entendre des choses du genre: ah là là, les jeunes générations, ils sont pénibles, alors que nous, on se posait pas la question. Mais en fait, si on observe des mouvements sociétaux au global, beaucoup de choses vont dans ce sens. Alors, je ne sais pas si je pourrais le synthétiser facilement, mais en tout cas, dans ma propre perception des choses, il y a quelque chose de l'ordre de si on n'arrive pas à nommer quelque chose ou qu'on refuse de nommer quelque chose, on le rend invisible. Je pense à toute l'évolution qu'on a eue sur le genre ou la sexualité, les personnalités non binaires ou des formes de sexualité qui sortent de lesbiennes, gays, trans ou hétérosexuels, etc. Euh, c'est aussi une manière de permettre à une partie de la population qui ne se retrouve pas dans ces dénominations-là de dire bah non, oui, si, bien sûr, vous avez le droit d'être comme vous êtes, de faire ce que vous voulez, etc. Ça, c'est quelque chose de très sociétal. Remis dans le monde du travail, ce qu'on comprend très bien, c'est que, je vais prendre l'exemple à l'extrême, si on a une grosse population très vaste qui s'appelle les devs ou l'IT, sans prendre en considération l'ancienneté, sans prendre en considération l'expertise, sans prendre en considération qui fait quoi là-dedans. Il y a des architectes, il y a des devs, il y a des data analystes, etc. C'est aussi une manière d'expliquer, enfin, sans faire exprès, de dire à toutes ces personnes-là, bon, en fait, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est pas très important, l'ancienneté, c'est pas très important, la hiérarchie, c'est pas très important. Alors qu'à l'autre bout du spectre, en délimitant bien les bords des rôles professionnels, on est capable de dire, bah, dans cette grande chorégraphie de l'entreprise, ton poste sur le terrain, c'est ça. Et on le sait. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein. Je suis complètement d'accord. C'est exactement ça. Il y a une forme de reconnaissance. Quand même, effectivement, je suis pas juste dev, je suis dev front-end, je suis pas juste ingé, je suis effectivement data engineer. Donc l'entreprise reconnaît ma spécialité et l'impact que j'ai finalement, parce que c'est ça, c'est quelles sont mes compétences, à quel niveau d'impact, comment j'exécute les choses, quel est mon niveau de collaboration. Donc on définit effectivement ce qu'on attend d'un profil avec plus de finesse et on donne des perspectives. Et effectivement, quelqu'un qui a 10 ans d'expérience sur le métier X ou 6 mois d'expérience sur le métier X, si on les met dans le même panier et même si on drive leur performance de la même manière, euh, bah, personne n'a y gagné. Et il y a l'aspect, je reviens vraiment sur l'aspect reconnaissance parce qu'il y a à la fois, comme tu l'as dit, spécifier ce sur quoi tu travailles, évidemment, quel est ton impact dans quel périmètre, et aussi l'aspect level, tu le disais bien, bah effectivement, j'impacte une équipe, plusieurs équipes, j'ai un directeur level, où je suis plus sur un chemin d'expertise. Bon, on pourra en parler plus en détail plus tard, effectivement, mais ça, c'est aussi des moyens, ne nous le cachons pas, de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est ce qui permet aussi bah, d'avoir une meilleure rétention, d'accord, d'avoir un meilleur engagement des collaborateurs, de clarifier les choses aussi parfois entre le leadership et le collaborateur. Bah, t'es à tel niveau, dans tel job, j'attends ça, on se l'écrit, on est d'accord. Et puis la personne qui dans une autre BU, qui a à peu près le même job à tel niveau, bah, on attend aussi la même chose de cette personne. Il y a une question de fairness, d'équité qui est aussi importante et qui je pense, permet de mettre de la stabilité et d'être effectivement après de se focaliser sur ce qui est important une fois que le métier est bien cadré. Et alors, à cette étape, j'espère qu'on vous a convaincu, en tout cas c'est une conviction profonde que nous partageons, Eric et moi, de l'importance de bien se poser quand on définit un titre de poste au moment de recruter, parce qu'il y a toute cette symbolique qui est embarquée. Juste après se pose la question de d'accord, très bien, mais qu'est-ce que je mets parce que une fois qu'on a dit ça, ça ouvre toute la question terriblement difficile, organisationnelle et sémantique de ce qu'on met. Et je pense que la meilleure manière, en tout cas c'est celle qu'on va essayer de prendre, d'attaquer le sujet, c'est de parler, je ne sais pas si on peut parler de dérive ou d'excès, mais en tout cas de surenchère qu'on peut trouver dans la culture startup, dans la culture tech, des job titles, où là, pour le coup, on va trouver des gourous, des héros, des ninjas de la tech, des bras droits du CEO qui sont en fait stagiaires ou assistants personnels, etc. Et
certes, on le sait, on l'a répété, je pense à un épisode sur deux, le marché du travail dans les métiers de la tech ou les métiers startup en général, mais y compris les métiers sales, sont très tendus. Donc, les entreprises rivalisent un peu d'imagination pour essayer d'attirer des personnes talentueuses. Mais la frontière est un peu fine entre le moment où on met un joli paquet cadeau autour du job et le moment où le paquet cadeau est en fait un leurre parce que ou quelque chose d'absurde et d'autres dérives. Qu'est-ce que ça t'évoque justement cette question de la surenchère qu'on a pu trouver dans les métiers de la tech sur les titres? Ouais, ouais, il y a même eu des études, il y a une étude Indeed j'avais lu, qui effectivement qui a constaté, mais vraiment une multiplication par 3 ou 4 hein, quand ils font une analyse sémantique hein, des job titles sur les métiers de la tech. Tu as évoqué Guru, Genius, Hero, Rockstar, Ninja. Après, euh, c'est enfin, on n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est Oui, tout vrai à que fait. c'est clivant. En fait, c'est un peu polarisant. Je pense qu'il y a quand même quelque chose de très positif par rapport à le fait que certaines boîtes ont commencé à écrire héros ninja au lieu d'ingénieurs parce que ils ont reconnu aussi l'importance du job. Et quand on est une start-up et qu'on a des belles idées qui viennent du business, mais que derrière il nous faut des personnes expertes pour développer dans tel langage, mais effectivement la personne qui vous rejoint, c'est une rockstar, c'est un héros. La personne va avoir un impact important. Et on parlait de la culture, donc il y a un aspect de reconnaissance où effectivement ça a mis en avant que ces métiers de la tech qui étaient un petit peu avant relayés de côté sont importants et c'est eux qui sont créateurs de valeur aussi. Donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont retrouvées là-dedans parce qu'ils se sont dit ok, voilà, je suis pas juste développeur dans mon coin et on regarde de haut mon travail. Non. Donc ça c'est super positif. Aussi, je pense que ça illustre bien l'aspect culture dont on a parlé. C'est-à-dire que bah, très bien, je vais pas être dans tel milieu bancaire. Effectivement, dans les banques, ils n'ont pas posté Rockstar, les banques, quand ils ont recruté un ingénieur en développement logiciel. Peut-être chez Conto, chez Shine, mais Voilà, mais exactement, mais ils ont raison aussi de le faire sur l'attractivité, parce qu'effectivement, le développeur qui va rejoindre les boîtes que tu as citées, si c'était Rockstar dans le titre, eh ben, il y a des personnes qui vont s'y retrouver en disant, OK, mais en fait, ouais, il y a une culture cool, un peu pop culture, pop tech culture, on va le dire comme ça, et ça m'indique que je vais pouvoir m'épanouir et qu'on va me valoriser. Donc, je pense qu'il y a le move et des personnes se retrouvent là-dedans. Après, effectivement, il y a l'effet aussi certaines personnes, alors, pour X personnes qui sont retrouvées dans ce titre, il y a peut-être Y personnes qui se sont dit bah tiens mais c'est pas flou, qu'est-ce que c'est que d'être ninja dev ou alors je me reconnais pas dans cette culture parce que on a mis je sais pas Genius et je dis bah tiens c'est peut-être des personnes je sais pas j'invente des personnes qui sont trop un petit peu je sais pas prétentieux enfin il faut aussi voir le côté à la fois du coup flou sur le contenu et puis aussi à double tranchant. Et j'avais un exemple aussi là-dessus sur des side effects, des effets de bord qu'on n'a pas forcément vu quand on utilise ces titres. Il y a Buffer qui est assez connu dans le milieu de la tech qui pendant longtemps appelait leurs devs, leurs engineers hackers. C'était le titre en interne. Donc effectivement, il y a un aspect, on casse les choses, on va donc ça parle un peu de la culture. Et ils avaient du mal à recruter des profils féminins, ce qui est assez classique en tech. Bon. Ils ont réfléchi à différentes solutions et effectivement, ils sont arrivés à se dire tiens, on va changer de titre, on va arrêter de dire hackers, on va dire engineer. Alors, ils ont hésité en engineer et puis dev, mais ils ont mis engineer. Et ils ont pu observer vraiment un gap des candidatures féminines suite à ce change. Parce que hacker, ça sonne c'est très masculin. masculin avec son hoodie dans une voilà très tard la nuit entre de hacker les trucs et les profils féminins se reconnaissaient pas là-dedans. Donc il faut bien réfléchir aussi quand on est effectivement dans des titres qui vont sonner avec la culture, qui vont être accrochés, marketing sur certains profils. Il faut aussi se dire bah tiens, je target certains profils, donc c'est bien, il y a un aspect culture, personae un peu en marketing, mais aussi par exclusion, qu'est-ce que j'exclus?
de mon marketing du job title. Il faut être attentif à ça. Ouais, c'est très intéressant, tout ce que tu soulèves et ça, tu l'as dit toi-même, on a c'est pas une question de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Il faut juste Mm. regarder, en fait, les rouages qu'il y a derrière certaines tendances et voir comment est-ce que vous souhaitez vous positionner par rapport à ça. Donc là, ce qu'on en retient, de cette récente un peu surenchère des job titles, là, tu disais, ouais, plus 400 de titres un peu bizarres, entre 2015 et 2019, sur l'étude Indeed, c'est intéressant dit comme ça. Il y a le bon et les effets de bord. Dans le bon, c'est de valoriser pour ce que c'est l'impact de certains jobs. C'est une manière de mettre en avant certains profils qui ont effectivement beaucoup de sens et de ne pas les noyer dans de la masse. Il y a aussi l'approche marketing dans le sens noble du terme, c'est-à-dire euh, c'est pas un hasard s'il y a beaucoup, tu parlais de culture pop, c'est aussi une manière de se connecter à des candidats et des candidates, de dire voilà, on sait très bien que ça va être une population qui a 25-35, qui est assez connectée à la culture pop, peut-être un peu geek sur les bords, et donc quand on dit ninja, ça éveille un imaginaire qui est intéressant. Enfin, en tout cas, ça donne l'impression, tiens, je me reconnais, donc c'est un vecteur de connexion aussi. Euh, Ce que tu as dit aussi qui me plaît bien, c'est qu'il y a mécaniquement, il faut garder en tête que le job title peut-être, doit être, je ne sais pas, une excroissance de votre culture. Tu parlais du dev à Audi, moi je pense à Jack Dorsey de Twitter immédiatement. C'est un truc d'arriver en rendez-vous avec un Audi, ça veut dire quelque chose de la culture, d'une forme de revendication, etc. Le job title aussi, qui soit austère, qui soit fun, etc. Mais tout en gardant en tête ce que tu le disais, et c'est là on va retomber dans les bonnes pratiques marketing en général, c'est qu'un bon marketing doit être clivant, bien sûr, pour pas être trop flou, enfin pas trop diluer le message, mais réfléchissez bien à qu'est-ce que vous clivez, j'allais dire, dans votre job title. Est-ce que un poste qui a une consonance trop masculine va pas vous aider dans le travail d'équilibrer un peu les genres dans un métier? Est-ce que vous allez attirer des gens qui ont des caractéristiques particulières parce que vous créez de la résonance avec ces caractéristiques particulières? Est-ce que vous êtes content de ça ou pas? Enfin, il y a tout ça, quoi. Et dont l'exemple que tu donnais de qu'est-ce qui se passe quand Buffer passe de hacker à engineer. Tout à fait. Tout à Ouais. fait. Et alors, un autre sujet, toujours en prenant le bout des angles, enfin des titres qui sont les nouveaux titres, un peu qu'on a beaucoup entendus. Hein, je pense je sais pas, au Chief Happiness Officer, par exemple. C'est quel est ton avis sur le moment où on est tellement dans quelque chose de symbolique et d'imaginaire, alors là, pas Happiness Manager, mais je pense à Ninja, par exemple, qu'on commence à perdre pied sur une définition claire du poste. Parce que quelque part, je pourrais, moi, recruter à Yaniro et dire je vais recruter des fluffy unicorns et ça va être incroyable. Mais je ne sais pas qui je vais attirer avec mon titre de fluffy unicorns parce que si, je vais peut-être attirer des gens qui résonnent avec ça, mais en tout cas, ils vont pas savoir ce qu'ils vont faire. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur à quel moment est-ce qu'on bascule dans c'est bien, mais c'est trop flou, quoi. Ou qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Bah, c'est une bonne question. Effectivement, alors ça dépend si on se pose du spectre recrutement. Et à ce moment-là, je dirais, en dessous de Ninja, il faut quand même mettre une bonne baseline en disant que c'est de l'engineering et une job description qui cadre quand même l'aspect spécifique, à savoir, bah, ok, si c'est un profil de dev, c'est plus sur du front, du back, quelle est la stack, et aussi à quel level on t'attend. Est-ce qu'il y aura du leadership? Est-ce que c'est un poste qui est sur une petite équipe, une grande équipe? Enfin bref, être quand même précis. Et puis finalement, quand on signe la personne sur le contrat de travail, ce ne sera pas marqué Ninja, ça sera marqué ingénieur en développement logiciel. Donc finalement, c'est pas trop grave. Si on cadre bien lorsqu'on fait les entretiens et dans la job description, qu'est-ce qu'il y aura derrière pour pas finalement déstabiliser et perdre le candidat. En revanche, en amont, et je reste sur du coup la partie recrutement, bah, comment ça impacte mon sourcing, quoi. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire qui ne postule pas quand je mets Ninja. Voilà. Maintenant, après, en interne, comme je le disais, effectivement, il y a la réalité des choses.
Et là, effectivement, on peut pas faire un référentiel de métier et de compétences avec des héros, des ninjas, etc. Ça, c'est sûr. Tu as évoqué quand même Chief Happiness Officer, je voulais revenir sur ça, au Happiness Manager. Euh, Ça aussi, c'est un exemple un petit peu différent. Ce qui était très positif, c'est que ça donne du sens à la fonction RH, qui est parfois vue comme à faire la paix ou à virer les gens, j'exagère un peu, mais de dire, bah tiens, dans ces périmètres start-up, on se rend compte que l'expérience des employés est importante, l'engagement est important, et peut-être là, c'était un peu la fausse bonne idée, et peu importe, on n'est pas là pour refaire le match, mais il y a des personnes qui sont vraiment retrouvées là-dedans, et c'est normal parce qu'on met happiness, donc il y a une notion de sens et une émotion quand même, hein, dans un titre. On commence à mettre une émotion dans un titre. Là, on est au-delà d'utiliser, je dirais, un titre de littérature ou de pop culture. Donc ça, c'est super positif parce qu'on donne du sens. Tu viens nous rejoindre et tu vas faire en sorte que les gens se sentent mieux. Et ça, c'est à travers, comme on s'est dit, l'expérience, l'engagement. On a vu ça énormément là avec tout ce qu'on a vécu à travers le Covid, comment on relie les gens entre eux quand ils sont à distance, comment on fait des surveys pour les sentir. Donc, c'est des super jobs. C'est aussi l'évolution du RH. En revanche, malheureusement, quand on discute avec des gens hors startup, le happiness manager a fait railler beaucoup aussi. On dit, ah bah tiens, ils travaillent pas, ils font que jouer au baby. Ils ont même des gens qui sont juste là pour vérifier que les gens ont le sourire le matin autour de la machine à café, alors que c'est pas ça, on le sait quand on a. Donc il faut aussi se rendre compte que on parlait des effets de bord sur des profils qui s'y retrouvent pas. Je pense qu'il y en a aussi dans la business manager. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas postulé à des jobs d'happiness manager qui sont peut-être en fait des jobs d'office experience, d'engagement, etc. À cause de ça, en se disant on va juste me dire d'acheter un baby-foot et de faire des soirées, alors que c'est sûrement pas vrai. Et il y a aussi, tiens, qu'est-ce que ça, comment ça a impacté l'image qu'on se fait des startups auprès des gens qui sont pas en startup, qui se posent des questions pour aller en startup, etc. Donc ça, je pense qu'il y a un petit impact là-dessus. Et alors, j'ai plein d'univers adjacents qui me viennent en tête, où on pourrait faire la comparaison du message de fond qu'on veut vous faire passer là-dessus. Le message de fond, il est très simple, hein, c'est, les mots ont une importance et posez-vous la question comme, n'importe quel, marketeur, il faut bien le dire, se poserait la question au moment de faire passer un message. Mais posez-vous la question, j'allais dire, avec, toutes les variables en tête parce que je pense à deux choses. Toutes les bonnes pratiques de marketing au sens pareil noble du terme se retrouvent. Quand on parle de ninja, c'est l'idée de quelque part se démarquer de la masse en ayant quelque chose de très différent. Je pense à nos amis parisiennes se souviennent peut-être du chat rose de Gemio dans le métro. Il n'y a pas de description de ce que faisait Gemio. Il y avait vraiment une image un peu très 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 marquante qui sort de toutes les autres pubs et ça a très très bien marché. Sauf que pour un Gemio qui a très bien marché, il y a l'autre exemple de la surenchère qui finalement se noie dans la masse. Et là, je peux penser à ouvrir YouTube et regarder toutes les vignettes où n'importe quel titre, ça devient truc de ouf, incroyable ce qui s'est passé avec des explosions nucléaires partout. Mais vu que tout le monde fait ça, de toute façon, s'il n'y a pas un message qui est clair, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc là, si on est au niveau du recrutement, c'est comme s'il y a quelqu'un qui cherche dans les job boards sur Welcome to the Jungle et qui doit choisir entre ninja, Superman, héros et tout. Peut-être que paradoxalement, au bout d'un moment, il va dire attends, moi je vais chercher front-end développeur parce que j'ai pas m'amusé à chercher au milieu de tout ça. Donc tu as ça. Et après, il y a cette fameuse question de la connexion entre l'externe et l'interne. Parce que Gemio, certes, a peut-être pu réussir à attirer votre attention avec le chat rose, mais après, il faut un produit de qualité, quelque chose qui soit clair, qu'on comprenne ce que ça fait, etc. etc. Là, c'est un peu pareil. C'est Chief Happiness Officer, Happiness Manager, très bonne idée.
de base, de vouloir mettre l'accent sur le côté de la responsabilité des RH sur l'interne. Et je te rejoins assez quand tu dis on va pas refaire le match, mais c'est intéressant de voir l'évolution. Euh, Moi, je trouve intéressant de voir qu'on a évolué vers un choix de mots qui est Chief People Officer. C'est-à-dire, on a gardé l'intention de base de casser le terme horrible de ressources humaines pour people, les gens, très clairement. Et on a sorti Happiness qui, pour moi, avait un côté un peu confusant parce qu'on peut se dire mais attends mais en vrai c'est RH ou c'est quelque chose d'autre que RH. D'ailleurs souvent c'était un peu des office managers, les happiness managers, donc c'était Mhm. très ambivalent. Et dans l'effet de bord qui était inattendu, et on ne veut pas taper sur les chief happiness officers, hein, c'était une étape nécessaire, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui faisaient pas assez de RH au sens strict du terme parce qu'elles avaient un chief happiness officer et du coup se retrouvaient dans des choses où par exemple légalement ils n'étaient pas au carré parce qu'on s'intéressait au happiness mais pas à d'autres fonctions de la RH. Et là le fait d'arriver à chief people officer c'est intéressant parce qu'on garde l'intention tout en cadrant quand même par rapport à des effets de bord d'avant. Je sais pas si ça s'est fait comme ça mais en tout cas c'est comme ça que je le lis de là où on est. Et alors, il y a une autre dimension dont il faut qu'on parle, parce que là, on a exploré très horizontalement sur les délimitations du poste. Est-ce qu'on va parler un peu verticalité? Est-ce qu'on va parler de la hiérarchie ou de la pyramide? Je ne sais pas comment on pourrait dire, parce que là aussi, c'est un peu le bazar. Il y a à la fois une intention, si on écoute je vais être un tout petit peu caricatural, si on écoute l'écosystème startup, toutes les organisations sont flattes. Ouais, non, mais ici, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Et pourtant, si tu regardes les titres, tu as 7 ou 8 échelons. Tu vas avoir le manager, le head of, le chief something officer, le senior chief machin. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on en pense aussi de tout ça. Ouais, non, c'est très juste. Après, il faut remettre en perspective. Là, on parle des startups, donc parlons des startups. L'aspect vertical, c'est aussi l'aspect structurant du reporting, du chain of command. Donc, effectivement, il faut toujours jongler avec être le plus flat possible, donc pour être proche des gens et pour pas faire de la surprocédure, du top-down, etc., du micromanagement quand c'est des équipes d'un ou deux. Mais à la fois être pas trop flat pour tout simplement être capable d'être un bon servant leader, comme on dit, donc de pouvoir vraiment répondre aux besoins des équipes et puis ne pas être complètement sous l'eau avec des équipes trop grandes. Mais ce que je voulais dire, c'est remettre en perspective des startups, et on dit scale-up maintenant aussi, surtout les scale-up, euh, eh ben, on est 50, puis après on est 300, puis après on est 600, puis après on est 900, et ça peut se passer en l'espace de 4 ans. Et il y a plein de startups scale-up qui ont vécu ça. Et finalement, quand on veut recruter les meilleurs à l'extérieur, donc on va peut-être mettre quelque chose d'assez sympa, donc comme on disait dans le titre, sur le périmètre, il faut parler du périmètre, et puis on va mettre effectivement ce fameux level. On a des postes comme Head of, tu l'as cité toi-même, qui sont très utilisés. Uber l'a utilisé énormément. C'est un des premiers à l'avoir popularisé. Euh, et effectivement, c'est pas hyper clair. Est-ce qu'on est sur du director level, du manager? C'est head of, un petit périmètre, un grand périmètre. Mais encore une fois, si on se met en perspective, quand on grandit, pour le moment, quand on va recruter cette personne, on recrute une personne dans tel périmètre qui va postuler parce que c'est head of et ça sonne vachement bien. T'es le chef d'eux, t'es la tête d'eux. Donc il y a un aspect attractif, on joue sur l'ego. Et puis aussi, on s'évite des problèmes organisationnels. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore construit. On est en train de construire son organisation. Donc finalement, je dirais, de laisser un éventail large. Alors je m'explique. Quand on poste head of, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est je l'ai dit, on joue sur l'ego, c'est quelque chose d'attractif, les gens ils vont cliquer, quoi qu'il arrive. Et ce qui est intéressant, c'est qui va cliquer. On va avoir des gens qui sont un manager level 0 ou 1 d'un an d'expé, mais on va aussi avoir des directeurs level qui postulent. On va avoir tout type de level, parce qu'il y a un flou sur le level, sur le niveau, pardon. Donc ça, quand on est en startup, on dit, en fait, moi j'ouvre, je vais voir ce qui tombe, je vais juste prendre le meilleur. Et qu'il soit finalement un senior directeur level, un level, finalement, j'ai besoin de quelqu'un qui est très bon, qui souvent vient d'un périmètre où il était à un niveau avec X personnes en dessous, et ils viennent chez nous,
il y a moins de personnes, mais ça va scaler, etc. Ça laisse du slack, ça laisse du confort. Et en plus, encore une fois, deuxième avantage, effectivement, j'ai pas à mettre toi t'es VP, toi t'es directeur, parce qu'en fait, ça bouge tellement vite qu'on verra. En revanche, en revanche, effectivement, les effets où il faut être attentif, c'est qu'est-ce qu'il y a au-dessus de head off. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de head off? Donc, c'est-à-dire quand on est 200 avec le head off, quand on est 1000 après, est-ce que cette personne, elle scale avec la boîte? Si elle scale, tant mieux. Mais à ce moment-là, il faut trouver un autre titre parce qu'on évolue sur les titres. Et si elle scale pas, si on met quelqu'un au-dessus, ça peut pas être un head off. Donc en fait, il y a quand même, je dirais, le head off a des avantages, mais aussi il a des inconvénients sur, je dirais, identifier bien les levels de la personne, l'expertise, et puis aussi structurer son organisation. Donc, à moyen long terme, ça peut être jouer des tours, on va le dire comme ça. Et ça, ce que tu dis, c'est quand même clé parce que les job titles ne sont que la partie émergée de la question de votre organisation. Enfin, on a parlé de la partie recrutement et juste après vient la partie organisation parce que prenons deux cas de figure. Je vais faire exprès, on va utiliser ton exemple de head of qui est très bien parce qu'il a tout le flou qu'il faut tout en étant assez clair dans la formulation pourtant. Prenons deux organisations. Une organisation qui est hyper bien organisée, au sens où l'organisation du travail est très claire. Donc, va y avoir quelqu'un qui est censé piloter la croissance au global, le revenu, par exemple, peu importe ce que ça s'appelle croissance ou revenu, et la manifestation de tout ce qui est compris dans la croissance et le revenu va avoir une partie dans l'outbound, donc des sales, une partie dans le marketing qui elle-même se subdivise dans du SEO, de la stratégie de contenu, de la stratégie social media, du paid, etc. Donc l'organisation du travail est très claire. Dans une entreprise at scale, c'est absolument pas choquant d'avoir un Chief Revenue Officer ou Chief Growth Officer qui a un Head of SEO, Head of Sales, Head of Content, etc. Et c'est très très clair en réalité. Et même dans une entreprise qui est en train de se structurer, c'est pas choquant. Et là, on a une très bonne logique il y a quelqu'un qui est la tête de la partie SEO, le périmètre est clair, etc., etc. Variante de la même chose, parce que là, je prends quelque chose qui est un peu pyramidal. On peut fonctionner en squad à la Spotify et être pareil. Et là, tu n'as pas des head-off, tu as des squad leaders et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de problème. Et quelqu'un qui coordonne les squads. La version qui craint, c'est celle où il y a un super manager qui vous tord le bras en négociation d'entretien de fin d'année et vous savez très bien que vous n'allez pas le mettre chief whatever officer parce qu'il est trop jeune, parce que vous avez dans votre stratégie envie de recruter quelqu'un de l'extérieur pour apporter du sang neuf ou que sais-je encore, et vous vous dites bon, du coup, je peux pas le mettre directeur, je vais le mettre head of. On va trouver un titre un peu fantoche, head of innovation, et là après vous créez de la dette RH. Exactement. Enfin. Et ah oui, il y a un autre point que tu voulais qu'on aborde sur les choix de mots, c'est le distinguo entre manager et tout ce qui va derrière manager, donc manager, head of, directeur, etc. Et la notion de leader, qui est pas mal parce qu'elle permet de séparer deux réalités, qui est le management de personnes. Quand on dit manager, immédiatement on pense à des équipes, et le management de projets, ce qui est différent et un peu plus matriciel. Donc, qu'est-ce que tu voulais nous partager aussi là-dessus? Non, c'est exactement ça. C'est surtout, c'est ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que c'est important à un moment donné, en interne, même s'il y a des tendances standardisées à l'externe, on va le dire comme ça, de dire, OK, qu'est-ce qu'on appelle un leader, qu'est-ce qu'on appelle un manager, et d'être attentif à l'emploi des mots. Et effectivement, si on a un poste qui inclut du management, c'est-à-dire effectivement faire les entretiens de fin d'année des collaborateurs, les accompagner dans leur croissance, dans leur growth, et effectivement, appelons-le manager plus que leader. Parce que ce que je veux dire, c'est que le risque, c'est qu'on a un flou entre qui, comme tu dis, lead des projets, des initiatives, qui manage des équipes, donc qui est accountable des personnes, finalement, qui sont dans son équipe. Et voilà, c'est un classique, ça, finalement, mais on peut souvent avoir le flou autour de ces sujets. Et je pense que c'est clair de dire, OK, on a un track de management et on a des profils qui sont engineering manager, product
Alors justement, voilà, lapsus qui est intéressant dans la discussion, j'allais dire product manager. Et ben voilà, et ben il y a des exceptions, il y a des choses qui sont là. Ok, ben un product manager, il manage un product. Et ben voilà, c'est l'exception. Il peut y avoir d'autres exceptions comme ça, mais je pense que c'est important d'éviter la confusion des genres et de dire ben, on a des managers, senior managers, directeur level, et après on a un axe de leadership où effectivement on reconnaît que certaines personnes emmènent des gens, des projets avec un impact à différents niveaux et on peut le mettre dans le titre et on peut le formaliser. Mais effectivement, si dans une même entreprise, telle personne est leader et manage des personnes, et finalement après on a un leader qui manage personne et puis un manager qui manage, mais voilà, moi-même je m'en mêle les pinceaux et ça fait s'en mêler les pinceaux aux collaborateurs sur la lisibilité de la structure hiérarchique, tout simplement, quoi. Je veux dire, faut en arriver là, quoi. Et toujours, ça c'est un grand classique, mais la raison pour laquelle on vous tient la jambe, entre guillemets, avec le sujet des job titles et on vous conseille d'être très attentif et attentive là-dessus, c'est vous prenez n'importe quelle très grande organisation, je ne parle pas de Decathlon, hein, je pense à d'autres organisations que je ne citerai pas, vous trouverez le cas rigolo des directeurs d'une équipe de 1, à savoir eux-mêmes. Parce que donner le titre de directeur à quelqu'un, ça coûte pas cher en pâte à crêpes. Et de toute façon, dans une organisation de 50 000 personnes, on peut se permettre d'avoir un peu, j'allais dire, d'inefficacité organisationnelle, de quelque chose qui n'est pas parfait, c'est pas grave, c'est trop gros de toute façon. Dans une équipe, dans une entreprise qui fait 20, 50, 100, 200 personnes, vous pouvez pas trop vous permettre d'avoir des grains de sable dans les rouages comme ça et d'avoir un peu de frottement. C'est idiot et vous pouvez l'éviter assez facilement en vous posant un tout petit peu la question. Notamment parce qu'il y a tout un gros chapitre qu'on n'a pas abordé encore, qui est l'intégration de cette notion des intitulés de poste avec la carrière et la rémunération. Parce que là, pour le coup, c'est pas neutre non plus. Donc, comment est-ce qu'on intègre tout ça? Exactement, ouais, on pourra repasser 2 heures là-dessus, mais on va faire court. Mais c'est hyper important de se dire que les niveaux, c'est aussi reconnaître l'expertise sur un métier avec une notion d'impact, de périmètre, avec une notion de compétence et de responsabilité, avec une notion de manière de faire les choses, de manière d'exécuter, de accountability, et puis une notion de collaboration, de leadership qu'on a évoqué. Effectivement, tu parlais de gros acteurs, de grandes boîtes. Mais chez les tech giants, entre guillemets, chez les très gros acteurs, les Google, etc., ils sont très précis là-dessus. Et si on va regarder, il y a un site qui est assez marrant là-dessus qui s'appelle level.fyi, où vous voyez tous les niveaux, alors chez Facebook, chez Google, chez Amazon. Il y a une structure qui permet à l'organisation de se projeter, d'accord, une clarté de l'organisation, comme on l'a dit, mais aussi aux collaborateurs de voir son évolution. Et c'est encore, comme on se disait en début de conversation, de la rétention. Effectivement, est-ce que ça sert à quelque chose de faire un niveau junior, intermédiaire et senior pour un développeur et de mettre des vrais titres derrière et des vraies attentes? Bah, probablement oui, aujourd'hui, parce qu'effectivement, tu l'évoquais à moitié de dire ça coûte pas cher en pâte à crêpes, mais en fait, si, l'idée c'est de se dire, ok, on va jouer le jeu et de se dire, bah tiens, on veut que nos collaborateurs acquièrent de l'expertise, on veut leur donner de la visibilité sur c'est quoi la différence de faire un métier à un niveau junior, intermédiaire et senior. On va parler des titres derrière, il y aura des sujets là-dessus, des levels. Et finalement, avec le nombre d'entreprises qui arrivent à structurer ces niveaux, je dis Google, etc., mais il y a beaucoup de boîtes qui le font, et ben on arrive à se brancher tout simplement avec des études de marché fines, des grands acteurs, les Radford, les Korn Ferry, ou les plus petits comme Figures, hein, Virgile, si tu nous écoutes. J'espère ben, que Virgile nous écoute, hein, on le cite à un épisode sur deux. Ça fait un moment qu'on discute, il a peut-être abandonné, je sais pas, mais en tout cas, voilà. Ça permet du coup de dire, bah ok, chers collaborateurs, on sait que tu es sur tel métier, on te reconnaît tel métier, tout ce qu'on s'est dit avant. Et en plus, on va être très clair sur ce qu'on attend de toi, sur comment tu peux te développer dans ce métier et dans d'autres métiers. Parce qu'il y a Job Leader et il y a Career Path aussi qui est différent. L'un est sur un métier, l'autre est sur quelle est ma carrière entre parfois plusieurs métiers. Et ben écoute, on est capable aussi de savoir que sur des niveaux d'expertise senior, nous, on a fait des études. On sait que c'est à peu près ce range-là. Et sache que ton leader a ses ranges et qu'on s'assure effectivement que tu sois bien rémunéré.
Et il y a un aspect aussi, tiens, on montre un chemin de carrière, une évolution, avec des attentes claires sur les 4 axes que j'ai évoqués, et ça, c'est des standards du marché. Et en plus, on est capable d'être fin sur nos études de salaire derrière. Et là encore, on va retrouver, la même bonne pratique qu'on a partagée depuis le début de cet échange, hein, qui est de dire: la partie finalement, des job titles n'est que la manifestation d'un travail que vous avez déjà fait en interne ou pas. C'est-à-dire que, bien évidemment, très probablement, si vous avez une grille de REM et un career pass qui est clair en interne, vous êtes capable de répondre très simplement à qu'est-ce qui se passe si quelqu'un évolue pendant 2 ans, 3 ans ou bien à tel ou tel niveau de performance. Est-ce que cette personne-là a juste une évolution de paye et un changement de titre ou pas. Et si vous avez préempté quelque part toutes ces questions-là, évidemment que vous n'allez pas vous emmêler les pinceaux à devoir à l'arrache créer un nouveau titre out of the blue lors d'un échange avec un salarié juste pour essayer de le contenter parce que vous avez quelque part perdu la négociation en entretien annuel. Et là, c'est intéressant de se dire que finalement, derrière ce sujet presque innocent des job titles, je pense que la bonne pratique philosophique, après je te laisserai partager les bonnes pratiques vraiment de terrain, c'est posez-vous toutes les questions sur votre organisation, sur qu'est-ce qui va se passer pour tel ou tel collaborateur ou collaboratrice au fur et à mesure des années, sur comment est-ce que les gens vous voient de l'extérieur, qu'est-ce que vous transmettez dans vos choix de mots, etc., etc., quoi. Donc ça reste quelque chose de très proprioception de l'entreprise, si je puis dire, en utilisant des termes compliqués gratos. Trademark. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on veut proposer comme expérience et comme chemin de carrière aux collaborateurs? Et sur des profils tech et même produits, on parle beaucoup de tech, mais euh, il y a il y a beaucoup de profils. Enfin, une des raisons, une des plus grosses raisons des personnes, et c'est pas que la tech, hein, qui quittent leur entreprise, c'est pas toujours que le salaire, c'est souvent les opportunités de carrière. Comment j'évolue. Et si on prend l'évolution des métiers technologiques ces dernières années, et si je rattache ça à l'aspect level, on a des profils qui disent, bah voilà, je suis senior développeur, je suis senior data engineer, je sais pas, j'ai mon impact sur mon équipe, je suis très bon dans ce que je fais, on me propose du management. Ça c'est très français européen. Ah bah tu veux grandir, soit fais autre chose, soit fais du management. Bah ouais, mais non, parce que je suis très bon dans ce que je fais techniquement, j'ai pas forcément envie de faire du management. Bon, vraiment, je vais voir ailleurs, quoi. Et au moins, je ferai un autre projet, je ferai autre chose, on me considérera voilà, j'ai ma honeymoon avec ma nouvelle boîte, etc. Le fait de se dire, mais attendez, on est sur des métiers où finalement, on a envie de garder des experts, on sait qu'on le veut, bah, créons des titres. Il y a toute cette branche de level d'expertise. Et ça, c'est encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Staff, senior staff, principal. Alors chez Google, ça va même jusqu'à fellow engineer. Il y a plein, il y a toute une littérature là-dessus. Mais c'est pas neutre parce que c'est des personnes où on leur dit, ok, eh ben écoute, en fait, on met la barre là. Tu vas avoir de l'impact sur plusieurs équipes. Tu vas soulager les managers sur des décisions d'architecture. Tu vas avoir un impact au-delà de ta business unit, et on se l'écrit, et tu vas chercher ça et on te fait évoluer là-dedans. Et il y a des grilles de salaire qui sont autour de ça. Et finalement, c'est pas neutre. Et si on se dit, bah finalement, non, on n'est pas une boîte tech, et ben les personnes au bout d'un moment, c'est soit tes managers, soit c'est tout, bah, on accepte de prendre le risque que les gens vont aller ailleurs. Et encore une fois, hein, je dis pas que les niveaux et l'aspect mettre des nouveaux titres, ça résout tout, mais c'est quand même la première étape pour répondre à une demande d'évolution de carrière d'un collaborateur et de sens à son métier, etc. Voilà, donc c'est pas neutre de se l'écrire. Et même si on écrit toute la ladder jusqu'à principal et qu'on n'a pas de principal aujourd'hui, c'est pas grave. Mais en tout cas, on inspire, on montre encore une fois par rapport à ce que c'est dit, qu'on donne de l'importance au métier et qu'on y a pensé et que c'est important pour nous. Mmh. Y compris, dans l'autre bout du spectre, mais qui est un statement à partir du moment où c'est bien pesé et pensé. Je pense à alors je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais Facebook, qui est connu pour avoir, des titres qui sont, très,
plat, c'est-à-dire quand on est manager chez Facebook, en réalité, ça veut dire qu'on a une grande portée, ce qui est aussi une manière de dire on n'est pas là pour se la péter, quoi, quelque part. Donc, bon, ça, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou pas, mais toujours est-il qu'on retombe sur l'idée de qu'est-ce que les job titles veulent dire de votre organisation. Et si vous ne vous posez pas la question, c'est comme un lapsus, ce qui va sortir, ça ne sera pas ce que vous aviez en tête. Donc, mais ça va quand même dire quelque chose de vous. Donc, autant vous poser la question. Peut-être pour boucler un peu tout ça et sortir avec des éléments qui sont très concrets, qu'est-ce que tu donnerais comme petite liste de choses très concrètes à garder en tête pour la prochaine fois où un auditeur ou une auditrice là, qui écoute cet épisode se retrouve à devoir publier une annonce ou réorganiser les différents titres de la boîte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la checklist à faire avant de se poser la question de quel nom je donne aux différents postes? Il y a deux axes que tu as évoqués, hein. Il y a effectivement, je publie un post. Donc là, j'ai une approche marketing, sourcing, personae, etc. Et il y a je structure en interne mes titres, qui sont parfois différents. Donc, je dirais sur ce qu'on poste, on peut être créatif, spécifique. Si je recrute à un niveau senior, expert sur telle technologie, effectivement, je vais pas juste mettre senior développeur, je vais mettre front-end développeur sur telle technologie. Il faut quand même penser à cet aspect marketing et se dire, voilà, je suis très spécifique sur ce que j'attends, parce qu'effectivement, les candidats scrollent rapidement, il faut être straight to the point sur quelles sont les responsabilités et spécifiquement sur quoi je vais bosser. Et donc, éviter d'aller trop sur du gourou ninja et qu'il n'y ait que ça dans l'annonce, bien sûr. Alors, sur la partie structure interne, on parlait des niveaux tout à l'heure. Ce qui est important sur les niveaux, c'est d'avoir de la cohérence entre les grandes familles de métiers. C'est-à-dire que si on a un niveau directeur dans une famille de métiers, ce qu'on écrit, ce qu'on attend à l'intérieur, il faut que ce soit similaire dans une autre famille de métiers. Ça paraît bête de se le dire comme ça, mais effectivement, il faut qu'il y ait de la cohérence dans l'expertise, dans la manière dont on structure les attentes à certains niveaux. Et pareil, le contributeur individuel, on dit junior, intermédiaire, senior, c'est bien de garder ça. Comme ça, entre les collaborateurs qui sont parfois dans une même équipe mais avec différents métiers, on s'anime sur les mêmes choses. D'un point de vue RH, c'est quand même plus simple. Sur les titres, est-ce qu'il faut mettre junior versus associate? Est-ce qu'il faut mettre senior ou expert? Ça, finalement, je dirais, ça change un petit peu en fonction des métiers et des pratiques. Il y a une tendance aujourd'hui qui est quand même de dire, on voit disparaître un peu la notion de junior pour deux raisons. La première, c'est en tout cas d'un poste, quand on poste à l'extérieur, quand on recrute. Par contre, je vous déconseille de mettre junior parce que vous allez avoir beaucoup de moins de personnes qui postulent. Même des gens jeunes diplômés, ils disent mais je suis pas junior, j'ai fait un stage. Voilà. Et puis après, en interne aussi, si on pense à des postes, par exemple, des métiers de product management ou de data, on a des personnes qui peuvent venir de reskilling. J'ai fait du développement, je pars sur du product management. On va plus dire associate product management parce que j'apprends le métier auprès de quelqu'un un peu plus expérimenté. Et je suis pas junior, ouais, j'ai déjà de la carrière derrière moi. Donc, ça, je pense qu'il faut être sensible à ça. Mais en tout cas, cette structure, cet aspect branche, faut qu'il y ait un minimum quand même de réflexion entre les différentes familles et sous-familles. Maintenant, sur la partie famille et sous-famille, jusqu'où faut aller? Je dirais que ça dépend de vos besoins, de votre industrie. Si vous êtes une boîte extrêmement marketing oriented, oui, vous avez peut-être séparé quelqu'un qui fait du track sheet management de quelqu'un qui est très spécialisé sur tel outil d'acquisition de clients, ou etc. Et là, effectivement, ça vous permet de muscler votre jeu. Si finalement, dans votre organisation, ça concerne que quelques personnes, parfois, il vaut mieux avoir une famille corps, je dirais, et puis traiter la notion de spécialité séparément. Un ingénieur en développement logiciel, c'est un ingénieur en développement logiciel. On sait très bien qu'il y a des devs front-end, back-end, mobile.
on sait très bien que sur du front, on peut travailler sur des technos, sur certains frameworks JS qui sont différents d'autres, etc. On va peut-être pas commencer à l'écrire dans notre base de données RH, mais on se l'anime en spécifique. OK, OK, très clair et notamment la partie j'aime bien dire ça que, il y a la partie, recrutement où on peut un petit peu se laisser aller, d'un point de vue, marketing tant qu'on exprime quand même clairement ce qui va se passer pour le candidat ou la candidate après et l'organisation interne où quelque part, bah, c'est l'arbre et on doit se poser la question de la manière dont les branches, sont organisées les unes par rapport aux autres et les titres, en découleront. Bah, écoute, Eric, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. J'allais dire, on pourrait y passer encore des heures parce qu'effectivement, on l'a bien compris, hein, le job title, c'est l'arbre qui cache la forêt pour le coup, de l'organisation et de la relation entre l'organisation et le reste du monde. Où est-ce qu'on te retrouve si on a envie de continuer la discussion? Comment est-ce qu'on te contacte? Bah, la réponse est simple, sur LinkedIn. J'ai un profil public comme tout le monde et il faut pas hésiter à m'envoyer un petit message, je répondrai. OK. Ensuite, est-ce qu'il y a un livre, un podcast, un blog que tu recommanderais aux auditeurs et aux auditrices? Un seul, hein, Alors on tout n'est pas à obligé de se fait. faire les Alors je 3. vais donner un seul, ouais, non, tout à fait. Bah, je peux les faire les trois rapidement parce que j'ai préparé cette question. Alors là, ça a été préparé, donc je vais vous le dire. En livre, il y en a pas 50. Il y a un livre que j'ai vraiment aimé, surtout quand on est dans ces métiers RH, pour accompagner les leaders, qui sont souvent des leaders qui ont, je dirais, des first-time managers qu'on dit. C'est Resilient Management de Lara Hogan, qui était une leader, qui est une leader engineering qui est passée par Kickstarter et puis Etsy. Euh, qui vraiment reprend les bases de OK, comment comprendre son équipe, qu'est-ce qui fonctionne, quel est mon type de management, comment je fais grandir mon équipe, tout ce qui est mentoring, coaching. Vraiment, ça fait 100 pages. C'est pour ça que je dis, c'est super court. Et si vous avez dans vos équipes vos leaders ou vos RH qui lisent ça, ça peut vraiment, je pense, avoir des effets assez sympas. Euh, en blog, moi, je suis une newsletter depuis des années qui est celle de Hungly, Recruiting Brain Food. Donc là, c'est très orienté recrutement, mais c'est plus une sélection d'articles qui ouvrent l'esprit, en tout cas qui donnent de la matière mentale, comme le titre l'invoque. Donc Recruiting Brain Food de Hungly. Et en podcast, 21st Century HR de Lars Schmidt, avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer chez Dashlane. Et là, il y a vraiment cette vision, on open source le HR, on interviewe des gens un peu partout, et il y a vraiment des choses à prendre, c'est très rafraîchissant, il fait un super boulot là-dessus. Voilà. OK, et ben, on repart avec pas mal de choses, à découvrir. En tout cas, moi, je connaissais, aucun des 3. Donc, tu vois, je vais, me Ok, plonger, là-dedans. Je bah suis voilà. bien content. Et enfin, tu connais, la tradition du podcast. Qui est-ce que tu as envie de nommer ou de mettre en lumière comme étant, le ou la RH de start-up qui t'impressionne le plus? À qui est-ce que tu veux passer le micro, pour un futur épisode du podcast du Human Factor? Alors, par rapport à la personne que je nomine, entre guillemets, eh ben, je nomine quelqu'un qui est justement un titre, un job title qui est assez nouveau. Et son job title, c'est Chief of Staff. Donc, c'est pas un job RH, mais dans son quotidien, il est amené à travailler énormément sur les sujets organisationnels et travailler aussi bien avec les business que RH. Donc, c'est Guillaume Linet de chez Spendesk. Et je pensais que ça pouvait être très intéressant, d'une part déjà si il veut partager quel est le rôle du Chief of Staff, qui est vraiment assez récent, mais qu'on voit fleurir dans beaucoup de boîtes tech et pas que. Et également comprendre, je dirais, est-ce que les entreprises ont besoin de Chief of Staff et le Chief of Staff, comment il s'intègre dans, je dirais, cette gouvernance, je dirais, entre les CEO, le Chief People Officer, etc. Il y a des choses intéressantes à prendre. Chez Spendesk, c'est une boîte qui grandit énormément ces dernières années, qui a fait de multiples levées de fonds. Et j'imagine qu'il y a des très bons exemples, anecdotes qui pourraient être très intéressantes pour les auditeurs.
Voilà. Spendesk qui nous avait fait l'amitié à travers Agnès Chauvigny de répondre à la manière dont ils organisaient le remote working. Donc on salue Agnès qui est dans une autre aventure post-Spendesk depuis le moment où on l'a interviewé là-dessus. Bon, écoute, Eric, en tout cas, on sera ravis de rencontrer le Chief of Staff. On va faire un épisode encore un petit peu différent. Je pense que ça sera vraiment, vraiment très bien. Je pense que si on nous avait dit qu'on allait passer 1 heure sur les job titles, on aurait été surpris. Mais que, écoute, c'est un épisode qui est, encore une fois, un épisode pistache, hein, où on essaye de rentrer en profond. Pour l'anecdote, je ne sais pas si c'était très clair dans la manière dont on l'a un petit peu évoqué au démarrage. Le sujet, c'est qu'on se disait, il y a les épisodes où on essaye de rentrer un petit peu dans quelque chose de général. Peut-être on va au restaurant, on prend un bon petit plat et c'est très intéressant. Et il y a des fois, on se dit, on prend un truc, peut-être un peu, j'allais dire, générique ou un petit peu anecdotique, comme la pistache de l'apéro. Et il y a des personnes qui se passionnent pour ça et qui en font une carrière complète. Donc, il y a un magasin de pistaches incroyable à Paris. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire dans cet épisode. On fait dans ce podcast. De temps en temps, on prend un sujet et puis on va en mode pistache, quoi. On va en profondeur. Donc, n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît et si vous voulez qu'on fasse plus d'épisodes comme ça. En tout cas, Eric, moi je te remercie beaucoup pour ton temps. Je suis très content d'avoir pu approfondir ce sujet avec toi. Puis il ne me reste plus qu'à te dire à bientôt. Merci beaucoup, Alexis. J'ai vraiment adoré échanger sur le sujet, pas des pistaches, mais du coup des job titles. En tout cas, moi, la formule m'a bien convenu et j'espère que ça plaira. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi.